Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live Branché TV. Ce soir, nous allons parler de sécurité au bloc opératoire et des outils tels que la checklist, le briefing, le go ou le no-go. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi plusieurs expertes et experts pour évoquer cette thématique. J'ai la chance d'avoir à ma gauche Audrey Chavas, qui est déléguée générale d'Aspro et de Fondapro. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Pierre-Antoine Vatrelot, qui est formateur en facteurs humains et pilote de ligne. Bonsoir. Marie Leroy, juriste en droit de la santé chez Branchet, au service défense et indemnisation. Bonsoir Marie. Le professeur Hervé Boisiz, anesthésiste réanimateur, président du CEFAR et ancien président de l'ASFAR. Et le professeur Philippe Tracol, bonsoir Hervé, chirurgien orthopédiste, président d'Orthorisque et ancien président du CNP de chirurgie orthopédique et traumatologique. Alors, nous allons commencer ce soir avec quelques présentations sur cette thématique et vu le nombre d'experts autour de moi, je vous propose que vous n'hésitiez pas les unes et les autres à interrompre si jamais vous avez des remarques à faire et je vous solliciterai en tant qu'expert en facteurs humains, en tant que juriste, pour préciser certains points. Je vous rappelle également que vous pouvez poser vos questions sur le chat, elles arrivent directement sur ma tablette et je les poserai à nos experts le moment venu. Enfin, vous pouvez revoir ce live en rediffusion sur la plateforme et suivre l'actualité de Branché TV sur Instagram. Je vous propose de commencer peut-être avec notre première présentation et je vais donner la parole au professeur Philippe Tracol. Docteur. Je vous ai promu. Alors la checklist, un bien grand mot. Qu'est-ce qui est devenu la checklist 12 ans après? C'est ça la question. Un petit peu d'historique, vous connaissez le programme Safe Surgery, Save Lives en 2007, puis l'OMS qui s'approprie la gestion des risques et la première checklist qui devient obligatoire, imposée par la HAS en 2010. Ça devait être un outil simple à mettre en œuvre facilement, peu onéreux, avec des vérifications croisées. Cette diapo est très importante parce que vous voyez l'avant et l'après checklist. Ce sont les erreurs de côté. Alors ce ne sont pas des données branchées, je suis désolé, c'est sur les données CHAM et un symposium de la SFA en 2001. Et vous voyez que l'arrivée d'Orthorisque, c'était en 2009, l'arrivée de la checklist en 2010, et vous voyez le nombre d'erreurs de côté qui a significativement diminué depuis cette époque-là, et ça reste stable. Donc finalement, ça marche un peu. Alors la checklist, historiquement, nous avons un pilote avec nous, mais attention à ce que vous dites, vous risquez d'être... attention à ce que vous dites, vous avez un pilote à côté. C'est pour ça. C'est une liste de vérification systématique sur des objets techniques complexes avant leur mise en action, et ça a été inventé par les pilotes, et on leur doit beaucoup. Mais vous voyez que leur checklist se résume à une petite feuille de papier dans le cockpit. Et ce modèle a montré que c'était important, mais pas que la liste paraît le même, mais la façon de l'utiliser, avec le support, la méthodologie et la philosophie sécuritaire de partage entre les acteurs. Sinon, ça ne sert à rien. Et cette diapo vous montre le poids des mots. Voilà à gauche la checklist de HAS de 2009 et à droite la checklist de quelques mots des pilotes. Vous voyez que cela n'a rien à voir. Et peut-être que la complexité de la HAS actuelle est en cause dans les difficultés que nous avons aujourd'hui. Et donc la checklist, il y a deux temps importants. Les pilotes appellent ça le briefing, où ils passent un long moment en salle avant de partir, de préparer leur vol, etc. Chez nous, ça pourrait être le staff, ça peut être la préparation de l'intervention 48 heures avant, la vérification du matériel. Et puis le time-out, c'est juste avant de mettre les gaz, on est en bout de ligne, et puis on vérifie quoi? Ce qui tue. C'est-à-dire, est-ce que c'est le bon côté, le bon patient, la bonne intervention? Est-ce qu'on a tout le matériel? On ne va pas tout vérifier à ce moment-là. Ça a été fait en amont, bien sûr. Alors, je me permets de vous interrompre. Est-ce qu'on ne mélange pas un peu tout là, entre la checklist, le briefing, le time-out? J'aimerais prendre l'avis de notre pilote, parce que les mots ont leur importance, et sémantiquement, est-ce que c'est la même chose? Alors ça fait très longtemps que je fais ce métier et je suis surpris parce que c'est la première fois que je vois les temps de la checklist découpés comme ça. Et alors j'aime beaucoup la préparation de l'intervention qui serait effectivement un briefing dans la salle de briefing. On n'est pas dans l'avion, on va regarder le dossier du patient, toutes ces choses-là. Ça, je trouve ça très intéressant, cette analogie, je la trouve très vraie. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que quand je demande aux professionnels de santé qui utilisent la checklist toute la journée qu'est-ce que c'est pour eux le time-out,
Systématiquement, la réponse c'est un briefing. Et là, du coup, je comprends plus bien. Parce que, comment dire, c'est effectivement la façon dont ils le font, ça ressemblerait à un espèce de briefing quand même. Et alors, du coup, je suis un peu perdu avec les temps de ce diaporama, finalement. Oui. J'y tiens beaucoup à ce diaporama et je passe tout le temps quand on parle de checklist parce qu'on ne confond pas le time-out qui est juste, on a le bistouri à la main et on va inciser, mais toute la préparation c'est en amont. On ne va pas se rendre compte à ce moment-là, on verra bien tout à l'heure que ça arrive bien souvent, qu'il manque la prothèse ou que ce n'est pas le bon côté, à ce moment-là, quand ce n'est pas même trop tard. Et je crois que ces 2 temps, on les doit, je pense, au pilote. Comment nous on fait ? On a un briefing donc dans la salle de briefing avant de monter dans l'avion. On monte dans l'avion, on prépare, on fait toutes les procédures de préparation de l'avion. Toutes ces procédures vont être validées par des checklists respectives, type checklist avant décollage, avant mise en route, il y en a quelques-unes. Puis une fois que toutes les checklists sont prêtes et qu'on va, avant de déplacer l'avion, avant de commencer, les moteurs sont allumés, avant de déplacer l'avion, on va faire un briefing qui va préparer, finalement, qui va annoncer ensemble pour qu'on soit bien d'accord les grosso modo 5 premières minutes du vol. On va se déplacer vers la piste. On va faire sa toute dernière checklist qui s'appelle la Before Takeoff checklist, qui est très courte puisqu'on est vraiment sur la piste. Et on va refaire juste derrière un briefing, un micro-briefing qui va durer 15-20 secondes max et qui va juste, lui, c'est plus un briefing de qu'est-ce qu'on fait, que tout va bien, etc. C'est juste si ça ne va pas, on fait ça, ça, ça et ça. Voilà. C'est pour ça qu'Autorisme contient ce qui est des checklists et non pas une checklist. Ah oui, de toute façon, il y a forcément... même là, je suis assez d'accord, parce qu'il y a vraiment 3 checklists. C'est un document, mais c'est quand même 3 checklists. Ils sont assez d'accord sur l'importance, effectivement, d'avoir plusieurs temps. D'accord, donc la checklist, et d'ailleurs, le terme français serait une liste de vérification, porte bien son nom. Il s'agit de vérifier sur une liste que toute une série... soit de procédures, soit de matériel, ont bien été effectuées avant de commencer toute chose. C'est ça. D'accord. Je propose de continuer, puis n'hésitez pas à prendre la parole si à un moment donné vous voulez intervenir. Et puis, cette publication d'Orthorisque dans la revue d'orthopédie, qui déjà au tout début montrait que le problème, c'était le manque d'implication du chirurgien comme un facteur majeur dans la démobilisation des équipes. Donc vous voyez que déjà, c'était identifié. Je ne me souviens plus de la date de cette pub, c'était en 2011. Voilà. Et puis là, je vous passe l'évolution de la checklist. On a rajouté des couches chaque fois. Chacun voulait rajouter quelque chose sur sa checklist. Donc 2010, 2011, 2016, 2018. Et finalement, on arrive à cette checklist de 2018 où, enfin, il y a la décision qui est prise. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on se contentait de cocher, mais là, on décide ce qu'on fait. On y va ou on n'y va pas. Déjà, il y avait un progrès. Mais regardez ce que c'est devenu. Ce document est totalement inutilisable. Je me permets, en revenant dessus une seconde, je crois que même la décision no-go, go, moi quand je l'ai vue la première fois, cette checklist, je me rappelle, j'avais la larme à l'œil. Il y a un go, il y a un no-go, ils ont enfin compris. Puis après, j'ai regardé dans les semaines qui ont suivi en creusant un peu, puis j'ai vu qu'en fait, tout ce qui devrait être un no-go ferme et définitif comporte une astérix. Et l'astérix, en fait, c'est t'as le droit de dire non, et puis de quand même y aller finalement. Et j'ai trouvé qu'ils étaient passés à côté du coche. Là, mais bon. Donc on est d'accord. C'est-à-dire que là, sur la checklist, il y a effectivement au milieu, en bas, en vert, le go, en rouge, le no-go. Oui. Et on est censé, normalement, pour partir, le go, cocher tous les oui. Oui, il y a typiquement identité du patient vérifiée, oui, non, le non, il y a une astérix. Et en face de chaque non, il y a une astérix, c'est-à-dire que c'est non, mais... Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, Audrey ou Pierre-Antoine, en termes de facteurs humains, c'est... c'est pas une checklist. En fait, ça sécurise absolument rien dans l'intervention, en fait. La checklist, c'est un outil, mais c'est une philosophie, une formation, c'est une implication de l'ensemble de l'établissement. Parce que vous disiez très justement, les médecins n'ont pas bien pris la balle au vol, mais la vérité, c'est que je crois que les médecins, ils sont pas tant responsables que ça. Je pense que c'est plus l'ensemble, en fait, qui n'a pas voulu vraiment jouer le jeu de la sécurisation. Sur les équipes. Est-ce que c'est pas aussi que culturellement, c'était peut-être un peu difficile d'imposer d'emblée une culture qui n'était pas la nôtre et qu'ils ont essayé de faire ça de façon un peu plus progressive, mais... C'est possible. Et dernière petite question que je me pose, c'est sur le plan juridique, est-ce que le fait d'avoir ainsi des cases à cocher pour un go, ça a un impact? Est-ce qu'une case non cochée égale reproche et problème ensuite si jamais il y a une procédure? Alors, ce
Ce que nous, on remarque en tant que juriste dans les dossiers, quand on relit les motivations dans les rapports d'expertise, c'est qu'il y a beaucoup d'importance qui est accordée à la manière dont la checklist, justement, est renseignée. J'ai comme ça plusieurs dossiers me viennent en tête, avec une checklist où, au lieu de cocher chaque case, on barre d'un grand trait, une ligne continue. Ce n'est pas dans l'objectif de la checklist. L'objectif de la checklist, c'est de point par point vérifier. Et pour revenir sur le non, effectivement, si on coche non, en plus de cocher non et de prendre une décision, il faut justifier de sa motivation en coordination avec l'équipe. C'est ce que précise la HAS. Et dans les rapports d'expertise, les experts relèvent s'il y a par exemple erreur dans le nom de l'anesthésiste. Ah ben non, c'est pas celui-là, c'est son collègue, parce qu'en fait, l'anesthésiste référent, il a été appelé sur une intervention urgente. La checklist, elle dure tellement longtemps que l'équipe change. On est l'aide opératoire, ensuite vient le chirurgien, l'infirmière anesthésiste, on se relaie, parce que c'est contraignant. Et dans le quotidien des chirurgiens, on comprend bien que on va le voir justement, les contraintes spécifiques et... Qui font que cette checklist est difficilement utilisable telle qu'elle. C'est vrai que dans la traçabilité du dossier, l'expert, lui, il n'était pas au bloc. Donc il a ça comme document, il voit qu'elle est mal renseignée, qu'il y a certaines signatures, pas d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, j'ai signé, mais je n'ai pas participé. L'impact juridique, il peut être important. On va revenir dessus, je crois qu'on a plusieurs exemples ensuite. Est-ce qu'il faut vraiment signer la checklist ? Je ne suis pas sûr du tout. Exactement, c'est à ça que j'allais venir. Est-ce qu'il faut tout cocher la checklist ? Je ne suis pas sûr du tout. Et j'espère qu'on aura le temps d'en parler à la fin, avec les recommandations de la HAS. de répondre à des questions. Et donc, il y a un an ou deux, à Orthorisque, on a fait une session qui s'appelait la checklist 10 ans après. Et voilà, cette diapo, c'est le côté sombre. C'est la vraie vie, ça. La checklist pré-remplie. Moi, j'ai en ce moment un dossier d'expertise où la checklist est cochée, remplie sur l'ordinateur à 16h et le code de bistouri est donné à 19h, avec entrée du bloc à 18h30. Ça veut dire que cette checklist, elle a été remplie par l'infirmière quand elle a ouvert sa salle, elle a tout coché. Voilà. Donc ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Voilà. Une seule personne, c'est malheureusement bien souvent comme ça. Il n'y a pas de vérification croisée parce que on en parlera peut-être, et c'est toujours difficile de réunir tous les acteurs au même moment, au même endroit. C'est pas toujours facile. Le time-out, on l'a beaucoup oublié, surtout quand on est pressé. Allez, c'est tard et tout, il faut y aller. Le troisième temps, n'en parlons pas. Le troisième temps, c'est très important. Tous les accidents d'anticoagulants post-opératoires, c'est parce qu'il n'y a pas eu de troisième temps de la checklist. Ça, c'est très, très important, et on en voit trop. La routine, bien sûr. Le manque de temps, bien sûr. Tout ça, ce sont les facteurs, le côté sombre, voilà, pour lesquels la HAS a enfin pris sa conscience, puisque c'est tout neuf, mars 2023, donc ça a quelques semaines. Et aujourd'hui, chaque établissement peut établir sa checklist à condition de respecter un certain nombre d'éléments. Ils sont là, on ne peut pas changer le socle, l'identité, l'intervention, la préparation, etc. Mais on peut adapter la checklist, et je suis sûr que la checklist d'ophtalmo, ce n'est pas la checklist d'orthopédie, ce n'est pas la checklist d'une chirurgie cardiaque, et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même métier. Et c'est pour ça qu'il faut que, même dans chaque établissement, chaque spécialité ait sa propre checklist. Et j'espère qu'avec ça, on va y arriver. Dans mon établissement, on a établi notre checklist par le biais d'une formation CRM, et la bonne nouvelle, c'est que les personnels se la sont appropriés, et aujourd'hui, ça fait 3 mois maintenant, tout le monde fait la checklist parce qu'ils ont fait leur checklist. Elle n'est pas arrivée d'en haut, imposée dans un truc où il y a l'infantile, voilà. Et je crois que ça, c'est très important. Alors, Pierre-Antoine, une checklist personnalisée, enfin. Oui, enfin. Alors clairement, enfin, il y a un an, le live, je le disais, c'est indispensable, et ça fait 13 ans que je le dis, c'est indispensable, donc je suis bien content. Vraiment, c'est indispensable. Par contre, vous marquez clairement un point quand vous dites, si maintenant je prends une clinique au hasard, peu importe laquelle, peu importe qu'elle se trouve dans une grande ville ou pas, et que je lui dis, allez, fais tes checklists, on va avoir un gros problème. On va avoir un très gros problème. Parce que les gens, ils vont la faire, la checklist, mais il y a une vraie méthodologie, il y a une vraie philosophie derrière, et puis il y a une vraie formation. Et c'est ça, là où vous avez tout à fait raison, je pense que vous avez été formé au CRM, donc aux facteurs humains, avant, j'imagine, de réaliser votre checklist, ou en tout cas pendant que vous réalisiez votre checklist, parce qu'il faut comprendre ce que c'est, et c'est un outil qui est extrêmement précis, extrêmement technique.
Et du coup, on ne peut pas le faire comme ça à la va-vite. Et puis pour que les équipes se l'approprient, ce qui est vraiment l'enjeu finalement, parce que si on peut faire le meilleur outil du monde, si les gens ne savent pas l'utiliser, ça ne sert à que dalle, il faut les former un petit peu. Ça apprend un peu de pédagogie aussi. Mais c'est oui, évidemment que c'est une excellente nouvelle. Oui. Je ne vais pas faire la pub pour Autorisque, mais Autorisque investit énormément d'argent aujourd'hui pour aller faire dans les établissements des formations CRM, on en a parlé tout à l'heure, de 24 heures, de 48 heures. Et à la fin des 48 heures, ils ont leur checklist qu'ils ont fait, eux, avec leur établissement. Mais on les accompagne, ils sont accompagnés. Voilà. Mais il y a un guide méthodologique de l'HS, que vous l'avez à droite, là, il se trouve facilement sur Internet, qui est très bien fait, et qui explique comment établir sa checklist. Mais c'est mieux de se faire accompagner, je suis d'accord. Audrey, vous voulez réagir? Oui, alors simplement, on a une question dans le chat, donc je me permettais d'en parler. Alors, c'est vraiment technique sur l'item de l'antibioprophylaxie. Pour les chirurgies à ATB non indiquées, faut-il cocher oui, car l'item suppose qu'on a respecté le protocole, ou bien est-ce qu'on met non, car il n'y a pas d'administration d'antibiotiques? Je pense qu'on a fait le tour du sujet de la checklist sur cette question. Merci, monsieur ou madame, j'en sais rien. Quand on ne sait pas laquelle il faut cocher dans quel cas, c'est qu'on a un vrai problème avec l'outil. Attention, c'est pas avec la pratique. C'est vrai que la formulation des items doit être strictement univoque. Si jamais on se pose la question, c'est que l'item est certainement mal formulé. Et je vois que c'est Sébastien Campion, que je salue, puisqu'il est membre du comité analyse maîtrise de risque de la SFAR, qui a posé la question. Bonsoir Sébastien. Alors, c'est le problème, on en parlait avant, émetteur-effecteur. C'est-à-dire le message qui part et qui est reçu. Enfin, c'est un sujet, mais voilà, sur l'antibioprophylaxie, moi, je n'ai pas d'avis, mais peut-être qu'Hervé, tu peux donner ton avis. Non, mais je pense que c'est important d'avoir effectivement des items qui sont compris de tout le monde. Et ça, c'est... Mais en fait, il faut quand même dire que, la checklist, elle a montré son utilité. Moi, je voudrais quand même rappeler les choses, parce qu'on discute effectivement de points faibles de la checklist, mais globalement, c'est un outil qui fonctionne quand on l'utilise bien. Ça, c'est quand même ce qu'il faut rappeler à tout le monde, pour pas que les gens sortent de l'émission en disant la checklist, c'est compliqué à faire. Non, c'est compliqué à faire, il faut se faire épauler, on ne va pas s'en faire une personnalisée. Alors, c'est mieux de se faire épauler. Peut-être vous pourrez expliquer comment nos collègues qui sont dans les différentes cliniques peuvent se faire épauler s'ils le souhaitent. Est-ce qu'ils font appel à Branchet, à quelqu'un qui travaille ici, etc. Parce que c'est pas le tout de dire que c'est mieux de se faire épauler sans leur donner les clés, finalement. Et concernant donc ces checklists, on voit qu'elles sont évolutives. La preuve, c'est qu'on parle de checklists personnalisées, de checklists spécialisées, et de socle qu'on doit garder absolument parce que les items qu'ils composent sont des items qui sont considérés comme indispensables. Bon, donc ça évolue, donc effectivement, les points qu'on pointe du doigt, et là c'est quelqu'un du CAMR qui a un œil tout à fait averti et qui pointe du doigt un problème qu'il faudra faire évoluer pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté, quoi. Et de la même façon que c'est un go ou un no-go, et il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Et quand il y a un no-go, on explique pourquoi il y a un no-go. De toute façon, ça pénalise tellement l'institution, enfin le patient d'abord, l'institution et les médecins, qu'on a tout intérêt à faire en sorte qu'il n'y ait jamais le moins possible de no-go. Et donc, il faut tout préparer à l'avance, etc. Un autre danger, c'est que les checklists, on en voit à tous les coins de rue. C'est-à-dire que des checklists, il y en a pour les poses de voie veineuse centrale, pour l'intubation difficile. J'en ai vu une en faisant un topo il n'y a pas longtemps là-dessus, qui était bien faite d'ailleurs. Et à un moment, les gens nous disent, nos collègues, on les écoute, le papier va nous tuer. Enfin, tout ce qu'on a à faire est un problème. Est-ce que ça ne va pas être contre-productif d'avoir autant de checklists qui soient présentes, quoi. Enfin, il y a pas mal de questions qui se posent, mais rappelons quand même que c'est utile. On ne va pas le regarder. Mais... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas la multiplication des checklists le problème. C'est la multiplication du papier qui est autour. C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, c'est pas choquant qu'il y ait une checklist avant intubation. Ce qui est choquant, c'est qu'on soit obligé de remplir un papier checklist avant intubation. Tu vois, je ne dis pas que ça sert à rien. Je dis qu'il faut rester efficace, et s'il y a trop de paperasse, ça ne sera pas efficace. D'ailleurs, est-ce que c'est tracé dans l'aviation? Est-ce que c'est pas une réponse simplement? C'est-à-dire, est-ce que tu as vérifié tel truc? Oui, non. C'est ça? Et comment tu traces que ta checklist a été faite finalement, puisque tu ne marques rien dessus? Ils ont le registre de vol. Non.
Même pas. Parce il efface toutes les 2 heures. Donc en fait, la checklist pré-décollage pour un Paris-New York, on ne saura pas si l'avion se crache 2 heures après, s'ils l'ont fait ou pas. Parce que c'est une question culturelle que culturel. dans l'aviation, personne ne se pose la question de si ça a été fait. La vérité, c'est que mes petits copains pilotes de ligne, il n'y en a pas un qui se fait opérer dans un bloc opératoire, ils ne font pas les checklists. En fait, parce qu'il n'y a pas un d'entre vous qui monte dans un avion si on ne fait pas les checklists, parce que la compagnie, elle va vivre 2 jours. Et après, une fois qu'ils auront crashé 50 avions, ils arrêteront d'opérer, il n'y aura plus d'avions. Donc voilà. La multiplication du papier, c'est un vrai problème chez nous aussi. Très clairement, on appelle maintenant les paperless cockpits, histoire d'essayer de se battre contre ces classeurs entiers qui envahissent notre cockpit, évidemment. Mais ce sont les procédures qui envahissent nos cockpits. Les checklists, c'est un document plastifié, recto verso, qui fait toutes les checklists. Et comprend qu'on repose. Chez nous, la mécanique, c'est comme ça. On a introduit depuis un recto verso plastifié. Il n'y a plus de détails de la checklist tracée dans le dossier du patient. Il y a un bouton, checklist effectuée. Point final. Ça, d'un point de vue juridique, ça se tient, ça? Alors écoutez, justement, dans certains dossiers que nous on voit, il est souvent relevé par les experts checklist automatique, checklist remplie de manière administrative. Et en fait, et c'est là qu'on voit l'esprit. Ça ne veut pas dire que ça a été fait, mais on voit l'esprit de la checklist quand on regarde la motivation de l'expert qui dit, en fait, ce qu'il faut, c'est pas que ça soit coché oui ou que ça soit coché non, c'est qu'il y a une démarche de vérification. Mais ça, c'est une révolution culturelle. En mars 2023, il faudrait bien que les experts admettent que ça. Il faut certainement du temps pour que ça avance. Comment dire, pour sécuriser la santé, ça va prendre du temps, des efforts. Mais ça va, comment dire, mais ça demande un effort de tout le monde et de la cohérence de tout le monde. On ne peut pas s'imposer de la cohérence, on ne peut pas demander aux professionnels de santé d'être cohérents si la justice derrière l'est pas. Donc il va y avoir un moment où elle va devoir grandir un tout petit peu aussi. Oui. Ce sont les avis des experts qui sont normalement des professionnels de santé aussi lorsqu'ils donnent leur avis sur ça. Donc on peut aussi espérer que nos experts incite à envisager les choses de cette façon-là. Je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à un dossier, c'est-à-dire quand on a un dossier en expertise, l'expert regarde l'intégralité du dossier et la checklist est un élément. Donc là, on se focalise sur cet élément en disant, ben voilà, sur la checklist, l'expert reproche ça, il n'y a pas eu de vérification, il y a telle signature, pas l'autre, mais en fait, le chirurgien l'anesthésiste n'était pas présent, qui est fautif. Est-ce que c'est le coordinateur? Est-ce que c'est le chirurgien qui n'a pas vérifié que son aide opératoire a vérifié l'installation, qui n'a pas vérifié que l'anesthésiste avait vérifié aussi l'installation, co-responsabilité, etc. Non, on regarde en expertise et c'est ça qu'on essaye de faire. Et c'est là notre plus-value, c'est qu'on dit, mais attendez, regardez là dans le dossier, tel élément, ça avait été vérifié à tel moment. Oui, c'est pas dans la checklist, mais l'expert, il regarde tout ça. Je pense qu'il faut pas les experts, en plus, ils ont au quotidien affaire à ils sont eux-mêmes professionnels de santé, donc ils savent très bien comment ça se passe concrètement. Et un dossier, il est analysé, on dit in concreto, avec tous les éléments, et on ne se focalise pas sur une checklist mal remplie ou très bien remplie. C'est de voir tout ce qu'il y a autour. Tout ce qui a été vérifié autour. Et voilà, après, c'est vrai que ça permet de donner une tonalité du dossier, de voir comment est tracé le dossier de manière générale. Alors, si la checklist, elle est tracée comme ça, une ligne, une autre ligne, personne n'a signé, tout le monde a mis une croix informatisée, ça pose la question. Oui, mais la checklist remplie à 16 heures pour un patient qui rentre à 19 heures, c'est pas bien non plus. Non, pourtant, elle est très bien remplie. Tout est bien coché. C'est pour ça, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas significatif, ça donne une indication. En fait, c'est pas à quoi ça sert, c'est à quoi ça dessert. Dans le sens où l'humain, on est tous pareils, on est tous fainéants. La checklist, comme le briefing, comme toutes ces procédures qu'on vous apprend à la fac, peu importe, ça vous permet de créer des structures et de sécurisation. Quand on a l'habitude de travailler avec une checklist, même mal faite, même vite faite, même peu importe, faite comme des clowns, on s'en fiche, c'est pas la question. On a l'habitude, en fait, de vérifier quelques trucs quand même. Et quand on se dit, allez, celle-là, je la remplis à 16h et je le vois toute la journée, des checklists remplies à 16h, sortie de bloc 16h04, c'est bien, 4 minutes, ils ont été forts, et en fait, il est 18h, le gars est toujours pas dans un, j'ai déjà vu ça, évidemment. On se dit qu'en fait, les gens, ils se suppriment même des ceintures de sécurité qui sont gratos. Parce que c'est pas encore perçu comme quelque chose d'indispensable avant de démarrer, pas perçu comme un véritable go-no-go. C'est ça. Alors j'ai beaucoup de questions, je suis obligé de vous freiner parce que j'ai beaucoup de questions, on va essayer d'y répondre. Déjà j'ai des remarques. Déjà effectivement par rapport à la question sur l'antibioprophylaxie qu'on se posait tout à l'heure, il y a la possibilité de cocher non applicable.
Donc effectivement, c'est oui, non applicable. Après, le raisonnement qu'il y a autour de cette qualification, je vous laisse juge. Et on me demande aussi, est-ce qu'il ne serait pas possible que chaque spécialité établisse une checklist comme pour les fiches d'information. Alors après, spécialité, je ne sais pas si on entend par là, discipline, avec tous les croisements qu'il peut y avoir. Mais imaginez avoir des checklists génériques qui ensuite sont personnalisées en fonction des environnements. C'est mieux, mais ça suffit. Pardon. C'est ce qu'a prévu la HAS justement dans les spécialités, où c'est en effet, il y a déjà sur le site de la HAS, vous retrouvez sur des sociétés savantes qui ont justement travaillé sur les checklists. Donc après, soit en effet les sociétés savantes les font valider à la HAS et ça vaut à la HAS, vous pouvez les retrouver sur leur site, ou alors justement vous pouvez le faire aussi dans votre coin sans validation de la HAS, mais dans tous les cas il y a quand même un tronc commun dont vous parliez tout à l'heure et qui est notamment au niveau juridique en cas de problème. Ouais. Donc là ça fait partie des grandes avancées qui ont été annoncées au mois de mars sur ce sujet. Je pense qu'on mélange des choses. La checklist ne dit pas ce que l'on doit faire. Oui. La checklist, elle dit ce si l'on a fait. Oui. Et donc, on ne va pas mettre dans la checklist si on a mis la bonne molécule d'antibiotiques. On s'est posé la question des antibiotiques au moment de la checklist. Et après, dans le dossier médical, c'est tracé. Et on voit si ça a été fait, bien fait, etc. Mais on ne mélange pas la checklist où on dit est-ce qu'on s'est posé la question de l'antibiotique, mais c'est pas, on ne doit pas tracer là la molécule, même pas non applicable. Ça n'a pas de sens. On s'est posé la question de la checklist. On a vouloir avoir un document ou un support unique qui évite justement toute cette paperasse. L'anesthésie, il a tracé, à telle heure j'ai injecté telle molécule, etc. Donc pourquoi le rajouter dans la checklist ? Il y a également je suis provocateur, mais... Il y a également, je suis assez dubitatif à utiliser les checklists des sociétés savantes, elles vont toutes me détester, mais c'est pas grave, parce que j'ai un bon point, je pense quand même, c'est que on n'opère pas dans le sud comme on opère à Paris-Centre, on n'opère pas à Paris-Centre comme à Quimper, les cliniques sont toutes les mêmes, un CHU, une clinique, ça n'a rien à voir. Et que du coup, si on utilise la même checklist pour des environnements qui n'ont rien à voir, bah, on va se retrouver du coup de facto à devoir cocher des cases à des moments qui sont inopportuns en fait. Et donc il faut s'en appuyer probablement, ça évitera peut-être d'oublier quelques killers, mais il faut absolument qu'elle soit organisationnelle, puisque comme vous le disiez, il faut que les équipes se l'approprient. Si vous nous faites encore, si on attend qu'un mec au-dessus qui n'est jamais venu dans mon établissement me ponde un truc je ne peux juste pas la faire, en fait, c'est pas les bons moments. Personne ne la fera jamais. Alors je vous propose de continuer avec les diapositives du professeur Boisiz et puis on aura pas mal d'autres questions ensuite. J'ai l'impression que tout le CMR nous suit ce soir. Donc en fait là vous avez sur cette diapositive, on avait vu ça avec Pierre Albaladejo quand on était partis ensemble au Postasa, un astronaute, et quand vous regardez l'image de l'astronaute avec le drapeau américain, vous voyez pas bien sur son bras gauche, mais j'ai reproduit à droite ce qu'il a là sur son bras droit, c'est un autre, mais peu importe, c'est une checklist, vous voyez, qui est avec comme les inscriptions, il faut pas oublier, est-ce que vous avez vu tel item, etc., etc. Donc cette checklist elle va très loin, elle a été sur la Lune et donc il faut la respecter un petit peu. On va maintenant. Je trouve que l'HAS sur le site de l'HAS, vous pouvez retrouver toutes ces questions. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs l'item HAS sur ma première diapositive. Que doit faire le coordinateur de checklist en cas de refus de participation des professionnels en salle ? C'est des questions qui se posent. Oui. Et je pense que c'est important d'avoir un socle de base. Et en cas de refus, il convient de réunir les protagonistes concernés, responsables de secteur, de la direction de la CME, du conseil du bloc, du CHSCT, du CLIN, représentants des usagers, pour réfléchir aux modalités pratiques qu'il importe de mettre en place afin d'adapter la checklist à la situation locale. Donc l'adaptation de la checklist à la situation locale, on en a parlé beaucoup. Un travail d'analyse doit permettre d'étudier les problèmes et d'y trouver les solutions. La HAS recommande aux utilisateurs qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de la checklist de procéder aux adaptations nécessaires pour une meilleure adoption. Donc l'idée, c'est d'aller vers l'adoption de la checklist par des discussions, par les autorités qui doivent entrer en jeu, parce que je vous rappelle quand même que la certification des établissements dépend de la réalisation de la checklist. Donc tout le monde est impliqué, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment un travail d'équipe. Et je pense que quand on parle des checklists de chaque spécialité, dans chacune des spécialités des checklists, à chaque fois il y a des éléments qui sont partagés, parce qu'on n'est jamais, on est rarement seul anesthésiste. Si on y est quand on fait une ALR par exemple pour savoir quel est le côté, là on est seul, mais on est obligé de s'assurer que le matériel a bien été préparé, le matériel chirurgical avant, parce que dès lors qu'on démarre une anesthésie loco-régionale, il faut que cet item qui habituellement est discuté en salle soit fait en amont. Donc ça, c'est une première question qui me paraît importante.
Ensuite, est-ce qu'elle est obligatoire, la checklist ? Oui, elle est obligatoire. Depuis 2010, ça c'est important parce que lors de la visite de certification des établissements de santé, les experts visiteurs s'assurent de la vérification systématique des points critiques avant toute intervention. Et donc, il faut bien avoir ça en tête également. Est-ce qu'elle est réservée aux interventions programmées ? Est-ce qu'elle s'applique également à la chirurgie pratiquée en urgence ? Alors même si la forme n'est pas la même, c'est pas parce qu'en urgence il y a une question de temps quand même, il faut aller assez vite. Il y a quand même des questions de temps et de pluriel. Et de pluriel, bien sûr. On peut avoir du trauma crânien. Absolument. Voilà. Mais il y a quand même des éléments qui sont importants et qui doivent être discutés, cette fois-ci par oral, parce qu'on n'a pas le temps de formaliser les choses, et on pourra éventuellement les formaliser secondairement. Mais en tout cas, la réponse à cette question, si on se la pose, c'est oui, c'est mieux de faire une checklist adaptée probablement au cas d'urgence, comme tu l'as dit. Plus ouverte, en fait. Absolument. Moins restrictive, plus absolument. ouverte. Alors, est-ce qu'on doit appliquer la checklist pour tout type d'intervention, comme l'anesthésie locale, par exemple ? Et oui, la checklist, c'est un outil de gestion des risques, et l'anesthésie locale, il y a des préparations d'instruments, de matériel, il y a un certain nombre de choses, des côtés éventuellement, etc. On comprend bien que, même pour l'anesthésie locale, la checklist doit être appliquée. Alors, le stop avant l'ALR, ça, c'est pour discuter justement dans la suite de l'anesthésie locale. C'est un exemple très particulier. Vous savez qu'on va anesthésier éventuellement un membre d'un côté du patient et on va peut-être induire l'erreur de côté. Si on s'est trompé de côté, on va peut-être induire l'équipe chirurgicale dans cette erreur. La penseuse voit que le membre qui a été bloqué est celui-là. On ne se pose pas trop de questions, on désinfecte le membre et l'intervention se fait. C'est déjà arrivé, ça on en a vu quelques-uns en expertise. Et donc c'est important de s'arrêter. D'ailleurs, ça c'est pas mon diaporama le plus récent, mais sur mon diaporama le plus récent, sur les Américains ont imaginé sur les protections stériles des sondes d'échographie qui servent à faire des anesthésies loco-régionales, il y a un autocollant où il y a marqué stop, et donc il demande une réflexion avant de démarrer pour savoir est-ce que c'est le bon côté, est-ce que c'est le type d'ALR à effectuer, etc. Mais ça, il faut absolument, comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, je vous prie de m'excuser, mais c'est important, il faut avoir discuté avec les chirurgiens pour savoir si, de leur côté, le matériel dont ils ont besoin pour l'intervention est bien présent. Normalement, si tout est correctement fait, je crois que 48 heures avant les interventions, on doit vérifier la présence du matériel pour ne pas être bloqué, avoir un no-go. Je vous rappelle que c'est quand même la raison des no-go la plus fréquente, c'est les problèmes liés au matériel chirurgical. Et donc, il faut absolument essayer de lutter contre ces choses-là. Si je puis me permettre, oui, pardon. Simplement, pour rebondir sur la responsabilité de l'anesthésiste, nous, on a eu affaire à plusieurs dossiers où on était donc l'assureur de l'anesthésiste et il s'agissait en fait d'une anesthésie qui ne peut pas engendrer d'erreur de côté puisque c'est une anesthésie générale. Et en fait, il a été retenu par la juridiction que, comme la charte de bloc rappelait bien la responsabilité conjointe de l'installation du chirurgien et de l'anesthésiste, il appartenait à l'anesthésiste de vérifier en personne ou de s'appuyer sur la confiance qu'il a sur l'infirmière anesthésiste et qu'il devait aussi avoir une vision globale du patient, ne pas se contenter de vérifier les constantes. Par exemple, j'ai un dossier en tête où c'était une intervention sur une paralysie d'un côté du visage. Le patient endormi, on ne voit pas quel côté est à anesthésier. L'anesthésiste fait une anesthésie générale et fait l'installation du patient avec l'aide opératoire du chirurgien qui n'est pas présent. Et elle se place en tête du patient et vérifie les constantes. Et nous, c'était notre ligne de défense, c'est de dire, mais attendez, c'est une anesthésie générale. Il est en tête du patient, il surveille l'hémodynamique, etc. Son rôle ne suppose aucune implication dans... Il n'y a pas d'erreur d'anesthésie qui implique un dommage. Or, vous savez, en responsabilité civile professionnelle ou en responsabilité civile générale, ils font une faute. Et là, en fait, la faute, c'est la faute dans la négligence, parce que l'expert et le juge qui a confirmé la décision a estimé que le médecin anesthésiste réanimateur, il devait, par exemple, ne pas fixer sa sonde d'intubation avec les scotch sur le mauvais côté. Donc ça impliquait qu'il sache quel côté, qu'il avait eu un rôle actif dans l'installation du patient, responsabilité conjointe avec le chirurgien, et qu'il avait parfaitement vu la position du patient et avait dû voir sur la feuille de surveillance qu'en fait ça ne correspondait pas.
Alors, ça pose la question justement du moment de réalisation de la checklist, parce que si le chirurgien arrive après. Non, mais ça c'est pas du tout en contradiction avec ce que je disais. C'est-à-dire que, évidemment, que la vision moderne, c'est une vision moderne des choses. Ça a été long à venir, mais avant, vous vous rappelez, c'était le chirurgien qui était le maître à bord. Et maintenant, il y a une équipe et on partage donc les responsabilités. C'est vrai que s'il n'y a pas cette discussion avec le chirurgien pour savoir de quel côté il s'agit, il faut que l'anesthésiste, lui aussi, soit impliqué là-dedans. Et je pense qu'en général, c'est comme ça que ça se passe quand même. Mais effectivement, moi, ça ne m'étonne pas que l'anesthésiste soit mis dans la cause, parce que effectivement, c'est une équipe, elle doit communiquer et on ne doit pas aboutir à ça. C'est le patient qui paye les frais à la fin, en termes de dommages, etc. Donc ça, on a deux questions ou remarques sur le chat, justement, qui nous disent checklist HAS, réalisation en 2 temps, si réalisation préalable d'une ALR. D'abord, le médecin anesthésiste réanimateur, puis avec l'équipe médecin anesthésiste réanimateur chirurgien. Puis une autre question connexe, c'est si le chirurgien n'est pas arrivé, est-ce qu'on fait la checklist MAR-IBOD, puis quand le chirurgien arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut se poser dans l'autre sens, parce que la dernière diapositive du docteur Tracol, c'était la même chose, c'est-à-dire il y a dans la salle, seul, il n'y a pas le médecin anesthésiste au moment du time-out. Donc là, vraiment, je pense que cette question, elle se voit dans les deux sens. On sent que c'est l'anesthésiste qui l'a posée. Oui, tout à fait. Mais je vais te laisser peut-être répondre pour démarrer. Je peux. Alors, l'avis du pilote. J'ai eu le cas dans le dernier établissement que j'ai accompagné. Ce que je leur ai tout simplement demandé, c'est pourquoi est-ce qu'on avait un patient endormi et qu'il n'y avait pas un chirurgien, en fait. Il n'était même pas dans l'établissement. Il est venu 45 minutes plus tard. Ils ont inclus dans la checklist avant induction, est-ce que l'équipe est prête? Oui. C'est un travail d'équipe. La responsabilité, je pense, est également partagée, puisque certes, le chirurgien a la responsabilité de ne pas être dans l'établissement où on endort son patient, mais l'équipe, en général, a aussi la responsabilité d'avoir avancé alors que le chirurgien n'était pas dans l'établissement. Rentrer un patient en salle alors que le chirurgien n'est pas d'établissement. Il y a un moment... Là, il y a une défaillance. Si j'amène mon avion au point de décollage et qu'il n'y a pas le capitaine, ils vont faire la gueule, les passagers. Il peut arriver qu'il y ait un des médecins, on va dire, ni chirurgien ni anesthésiste, qui a un accident de voiture. C'est déjà arrivé, tout ça. Bien sûr. Oui. Bon, donc c'est une situation qui peut aussi arriver sans que ce soit quelque chose de volontaire, de malveillant de la part de celui qui vient en retard. Et donc, il faut simplement qu'il y ait de la communication entre les équipes, c'est-à-dire qu'on soit prévenu immédiatement, etc. Et quand les gens communiquent, il n'y a plus ces problèmes-là. On rencontre quand même ces problèmes-là dans les équipes qui sont en rupture de communication, je pense. Parce que les chirurgiens qui imposeraient en disant même si je ne suis pas là, induisez, machin, c'est plus comme ça qu'on fonctionne, quoi. Il faut vraiment que la communication soit faite et que les gens s'entendent intelligemment dans l'intérêt du patient. Dernière question pour Pierre-Antoine ou pour Audrey. La checklist est un élément qualitatif. Dans mon établissement, depuis sa mise en place, mon directeur a exigé qu'il y ait 100% de checklist renseignée. J'aime bien son directeur. À partir de là, la démarche qualité était morte. Qu'en pensez-vous? Alors, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est ce que je disais, c'est la philosophie et la pédagogie autour. Je vois 99% des établissements que je visite, on n'a pas une animatrice ou un animateur qualité, on a un responsable ou une responsable qualité. En général, au fond de son bureau, sous des montagnes de dossiers. On ne peut pas demander à un chir d'emmener tout le monde. On ne peut pas demander à un ANES d'emmener tout le monde. On ne peut pas demander à une IBOD d'emmener tout le monde. Imposer 100% des checklists faites, bon, là, on ne va pas se mentir, c'est juste la loi. Il n'y a rien de fabuleux là derrière, c'est que la loi. C'est aussi simple que ça. Par contre, il faut les aider à les faire, cette checklist. Il faut les mettre dans des conditions où ils peuvent, il faut leur mettre suffisamment de personnel, suffisamment de temps, suffisamment de formation pédagogique, suffisamment un ou une animateur qualité qui fasse le tour et qui rappelle pourquoi est-ce qu'on fait une checklist. Ça ne sert à rien de dire aux gens « oublie pas ton anapathe », il faut le foutre dans la checklist. C'est un truc qu'on fait tous les jours, on finit par l'oublier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un effort commun, encore une fois. Donc 100% des cas, ça c'est juste la loi. Donc là, bon gré, mal gré, c'est la loi. Confirmé. C'est obligatoire.
Voilà. Et la ceinture de sécurité aussi, Oui, et tout elle à a fait. sauvé des vies, et les gens pourtant n'étaient pas adhérents. Il y a des gens qui disent, j'aurais pu sortir de la voiture. C'est ça, ouais. Ouais. Il y a toujours des super. gens qui vont... voilà, On est bien d'accord. mais en tout cas, voilà, je pense que la rendre obligatoire, ça me paraît tout à fait louable dans le dans sens l'intention. où... Bah oui, c'est ça. Mais pas sans C'est pédagogie. l'esprit. Pas sans Mais pédagogie, pas sans- bien voilà, sûr. Sans pédagogie, Ça on passera sait pas sans pédagogie. Ça fait Le 13 ans directeur que qui je me dit rends je veux compte qu'il se 100% plante. de checklist, Oui. c'est voué à l'échec. Oui. Est-ce que c'est contre-productif de le mettre comme ça, si c'est juste tais-toi, fais-là? Oui, bon bah là, oui. Alors, je sais pas comment c'est terminé. Non, mais entre guillemets, tu vois ce que je veux Audrey, dire. oui. Oui, et justement, parce que, donc en effet, on est d'accord, la checklist, elle est obligatoire. Depuis le début, c'est comme ça. Ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, c'est que même en cas d'urgence, elle est obligatoire. Donc là, dans le chat, on a une question, mais comment réaliser le time-out et l'implication de l'équipe chirurgicale lors d'une urgence vitale immédiate ou une urgence type césarienne code rouge? Non, mais c'est ce qu'on disait tout Comment- à l'heure. Il y a une comment- en pratique, on fait adaptation à comment ça. C'est-à-dire qu'évidemment, le polytrom qui arrive, la checklist, elle est très vite faite. Elle prend 2 secondes. Il n'y a pas de... on a autre chose à faire que... Et personne n'ira nous embêter là-dessus parce que on est occupé à sauver le malade. C'est très différent. Mais après, il y a des degrés d'urgence qui sont différents. Et on peut considérer que sur des degrés d'urgence où il y a un peu de temps, on peut poser des questions essentielles, par D'autres exemple. checklists pour ces situations. Absolument. Mais il se trouve que quand même, on va aussi poser des questions sur est-ce que l'augmentin, on parle, je sais pas, d'un polytrum ou un accident avec une fracture ouverte, etc. Il faut quand même vérifier que l'antibio-prophylaxie a été faite. Donc ça reste quand même quelque chose. Et on est dans le cadre de l'urgence. Vous voyez, enfin, alors évidemment, on peut pas décrire dans le détail, mais vous comprenez bien qu'il faut adapter cette checklist qui se fait oralement. Donc il n'y a pas de support papier parce qu'on est encore une fois dans l'urgence. Il faut l'adapter à ce qui paraît intelligent et utile pour la sécurité du malade dans le cas présent. Il y a quand même eu un mini briefing avant, même dans l'extrême urgence. On a commandé le sang, par quoi on commence, est-ce que tu le stabilises d'abord, enfin, il y a un échange avant de commencer, même s'il est très court, qui fait office quand même de checklist. Mais ce sont des outils Voilà. différents et complémentaires. Mais c'est ce qu'on disait, il faut que les gens se parlent. S'ils ne se parlent pas dans le cadre d'une situation pareille, alors là, C'est intéressant ce que vous dites là, mais change de métier. justement, est-ce que vous pouvez, je regarde les experts en facteurs humains, est-ce que vous arriveriez à nous formaliser ça, à nous expliquer la différence d'objectif pour une checklist ou pour un briefing? Alors, ouais, je vais revenir juste avant. J'oublierai pas ma question. Ouais, ok, parfait. On est à Bastia en Airbus A320 surchargé, il fait très chaud. Et on décolle face à la montagne, on n'est pas bien, je vous assure. Mise en puissance, ça accélère, le gars il vous dit V1 et là tout de suite derrière, pas, feu moteur. Tout le monde va mourir dans les 15 secondes si vous avez de l'excès. Je pense qu'on est à peu près du niveau d'une hémorragie d'une aorte, à mon avis. C'est 15 secondes, c'est ça à peu près, je crois qu'il faut agir. Bon voilà, c'est 15 secondes. Il y a une checklist. Il y a une checklist. Alors, il y a une checklist, il va falloir arrêter aussi de se gargariser l'aviation avec notre checklist. On est dans un univers extrêmement binaire. Un moteur, il prend feu ou pas, on sait pourquoi à l'avance, hein, enfin, entre guillemets à l'avance. Bon, en tout cas, on sait pourquoi il a pris feu ou pas après, ça c'est sûr. Et de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 options, il n'y a pas 36. Vous n'en avez pas 36, vous en avez 2 millions par patient qui arrive aux urgences. Il peut y avoir tout et n'importe quoi, j'imagine. Et donc, effectivement, faire des checklists adaptées à toutes les situations, comme nous, on peut dérouler à n'importe quel moment, pour n'importe quelle crise. La plupart des crashs que vous avez récemment, dans les 10 dernières années, la plupart, ils auraient fait leur procédure, il n'y avait pas de mort. Je prends le Rio-Paris, typiquement, ça va faire mal un peu à tout le monde qui vient, voilà. Mais c'est la vérité. Ils auraient suivi les procédures, il n'y avait pas de mort. Personne, pas un seul. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut arriver, du coup, à essayer probablement de trouver un entre-deux, un peu ce que... Voilà, avec peut-être les antibioprophylaxies et peut-être pas ceci, ou alors peut-être plus ceci ou plus... Est-ce que si on a un peu de temps... Ce qui est très important dans une checklist, c'est de ne retrouver que ce que l'on appelle les killers. Ça veut dire que c'est un élément, si vous l'avez oublié, potentiellement, le gars, il est mort. Quand vous enlevez tout et que vous ne laissez que ça, je me demande si même en urgence, il ne resterait pas finalement pas trop de choses. Je ne sais pas, parce que là, je ne suis pas médecin et c'est vraiment la corde qui me manque là, pour répondre à ma propre question. Mais il faut faire attention quand même. Je garde ma question pour tout à l'heure, je vous la reposerai. Merde, je l'ai oublié du coup. Mais Ouais. je la reposerai, mais c'est important de continuer. Il y a juste quelque chose qui est fondamental, qu'on a déjà dit la dernière fois quand on avait fait l'émission. C'est-à-dire que le pilote, il meurt avec les passagers. J'avais dû te dire que je n'étais pas d'accord, là, je pense. Hein. Je suis pas mais quand d'accord. même, Là, moi, je suis quand même pas d'accord. quand même l'anesthésiste ou le chirurgien. Donc, moi, je comprends que les pilotes...
quand tu nous dis, Antoine, qu'il n'y a pas... elle est toujours faite, la checklist, correctement, parce qu'il en va de leur vie propre aussi. C'est pas tout. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une petite philosophie. En tout cas, un accompagnement qui doit être un peu différent entre celle du pilote et celle. Je pense que tu as raison sur un point et je pense que tu as peut-être moins raison sur un autre. Un pilote, il fait la checklist pas parce qu'il est dans l'avion, il fait la checklist parce qu'il sait profondément et depuis le début de sa formation des piou-piou à l'école des aviations, pourquoi il l'a fait. En fait. Et c'est le pourquoi on l'a fait qui fait qu'on l'a fait. C'est pas parce qu'on est dans l'avion. Et je pense qu'un chirurgien, un anesthésiste, une ibode, n'importe qui, un tourneur-fraiseur, qui risque de perdre sa main régulièrement, s'il comprend bien que la checklist fait qu'il perd pas sa main, j'en ai accompagné des PME. Les mecs, ils arrêtent de perdre leur main, en fait, tout simplement. Parce que dans la checklist, on met pas les deux mains. Enfin, on a bref, des sécurités. C'est intéressant, je suis pas. Enfin, moi, j'ai vu des gens. J'ai eu la chance, entre guillemets, de voir 2-3 opérations qui vraiment partaient en sucette. J'ai pas eu l'impression de palper une ambiance avec plus de recul, on va dire, que dans un cockpit où ça part vraiment en sucette et le gars à côté qui est là, et puis toi qui es là aussi, et tout le monde qui est là. Mais on a des outils pour se raccrocher. Par contre, on a les procédures, on a les checklists, on les déroule tout le temps. Et vous avez la simulation. On vous met aussi. dans une situation compliquée qui n'existe pas chez nous. On l'a depuis quelques temps aussi. Mais surtout, là, c'est pareil. Il y a un amalgame, je pense qu'il ne faut même pas rentrer dans le sujet. C'est beaucoup trop court aujourd'hui. Parce que la simulation, comment est-ce que nous, on simule notre checklist? C'est ce que je disais il y a quelques jours. On ne simule pas notre checklist dans les simulateurs du tout. Ça coûte beaucoup trop cher. C'est 500 € de l'heure, un simulateur. On ne va pas simuler notre checklist dans les simulateurs. On s'assoit comme ça. Et puis, allez, checklist avant décollage. Et puis, le mec à côté, la dame à côté, prend la checklist. Et puis, vous l'avez. Simulation. Oui, mais c'est de la simulation que tout le monde peut faire chez soi. C'est ça que je veux dire. Et comme l'amalgame, je connais les amalgames entre guillemets de la santé de l'humain, tout simplement, qu'on n'allait pas se dire, tant que le mannequin ne vient pas chez nous, on ne peut pas faire de simulation. Oui. C'est trop con de se dire ça. Vraiment. Enfin, trop dommage, pardon. Oups. Je pense que dans l'esprit, peut-être comme toutes les lois, dans l'esprit du législateur, on voit comme la loi Leonetti a mis 20 ans à être en mesure d'être appliquée, parce que ça descend des limbes du droit et ça descend dans une clinique, là, c'est pareil. En fait, je pense que l'esprit, c'est aussi une sorte, pour moi, de filet de sécurité. Quels sont les points incontournables? On est débordé, il y a 15 interventions, elles sont toutes les plus urgentes que les autres. Il y a un manque de personnel, on est fatigué, hier on était de garde. Peut-être que c'est plus moins dans la clinique, peut-être plus social. Avant-hier aussi. Comme disait Pierre-Antoine, les killers. Et voilà, c'est ça. Et juste, c'est un outil, un filet de sécurité. Alors, et pas le voir comme, si on fait pas ça, tac, on va être sanctionné, expertise, sanction. C'est vraiment, je pense, une ligne de rappeler la ligne de bonne conduite qui est du bon sens, en fait. Ils savent, ils sont spécialisés. Il faudrait être sanctionné. Pour ceux qui ne la font pas, ils devraient être sanctionnés. Si un pilote de ligne ne fait pas la checklist, il est sanctionné durement. On va essayer d'enchaîner. Justement, l'objectif de la checklist, c'est peut-être quoi? De décider d'y aller ou de ne pas y aller? Alors oui, c'est décider d'y aller ou de ne pas y aller, effectivement. Donc les instruments, on les compte également. Juste un petit point sur la responsabilité du coordinateur de la checklist, ça me paraît important, ça. Regardez ce qui est encadré en rouge. En cas de dommage consécutif à un acte médical, anesthésique ou chirurgical, le médecin supporte seul la responsabilité. Il est celui qui a réalisé l'acte médical. On en parlait tout à l'heure, c'est important pour ne pas culpabiliser ou mettre mal à l'aise les coordonnateurs qui sont souvent des infirmières éventuellement, etc. C'est quand même les médecins qui qui sont responsables. Donc, qu'on ne se trompe pas dans la responsabilité. L'archivage, ça c'est une question annexe qui n'est pas très importante. Donc le go-no-go, simplement, j'avais 2 diapos qui ont disparu du go-no-go. Voilà. Donc ça, merci, c'est gentil. Donc ça c'est juste pour rire, parce que go-no-go et now-go, ça a valu quand même la vie d'une jeune fille qui c'était jump, no jump, et elle a entendu now jump, elle a sauté et l'élastique n'était pas sécurisé. Et elle est décédée, donc c'est juste faire attention à ce qu'on dit, la communication est importante. Le no-go, ça correspond à l'arrêt de la procédure lorsque un des items de la checklist a pu être vérifié. Plusieurs situations sont possibles dans ces cas-là. La sortie du patient du bloc opératoire et sa reprogrammation, ça pose des problèmes de flux de patients, d'organisation, etc. L'arrêt momentané de l'intervention et sa reprise, par exemple, il manque une radio
La question est de savoir qui... Il y a, pareil, des aides cognitives qui permettent de dérouler ces situations-là que je présente quand je fais les journées ARES avec Patrice Georgiavordios. Donc, il y a la possibilité de s'arrêter, d'envoyer quelqu'un chercher la radio revient, on a perdu du temps, mais on peut poursuivre. Et puis il y a la poursuite de l'intervention sans interruption, mais pour ces deux situations, les deux dernières, 2 et 3, le coordinateur doit tracer l'adaptation assurée et la raison de la poursuite de l'intervention, c'est-à-dire que tout doit être justifié dans l'intérêt du patient. C'est toujours la même chose, on doit toujours avoir l'intérêt du patient en tête. Donc c'est important parce que le go-no-go déjà n'est pas noté. C'était l'étude de Koudan et collaborateurs qui montrait que le go-no-go n'était pas coché très souvent en fait, trop souvent. Je vois Pierre-Antoine qui se dandine sur sa chaise et qui doit avoir une remarque à faire. Ouais, j'ai un truc intéressant. Dans ce que tu dis, non pas que ce que tu me dis n'est pas, je me permettrai pas. Non, mais j'ai l'impression de voir en filigrane que le but, c'est de ne pas avoir de no-go. C'est-à-dire d'en avoir le minimum. Okay. C'est impossible de ne pas en avoir. Et c'est là où c'est intéressant. C'est ma diapo d'après. Un pilote de ligne, au moment où tu vas mettre en puissance tes réacteurs pour accélérer, encore à ce moment-là, tu te dis, je vais l'arrêter ce décollage. Et on est vraiment formaté pour, en permanence, on est no-go. On est no-go-minded, c'est comme ça que ça s'appelle, en permanence. Pourquoi ? Parce que le no-go-minded en permanence fait que tu vas tout chercher, tu vas rester objectif sur tout. Il ne faut pas se tromper, arrêter un décollage d'un avion, tu mets les 140 passagers en danger pour de vrai, les pneus qui prennent feu, ça peut vraiment être compliqué, mais quand même en fait. Et du coup, alors je vois le no-go arriver dans la santé, c'est génial. L'étape d'après, du coup, c'est de vous formater à vous dire, ce patient-là, je ne l'opère pas. Et puis le patient d'après, je ne l'opère pas non plus. Et en fait, il faut que le dossier, il faut que la checklist, il faut que l'équipe vous persuade que si, tu peux y aller, en fait. Et c'est en faisant comme ça qu'on devient qualitatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Sécuritaire. C'est intéressant, parce que nous, effectivement, on est plutôt go-minded. C'est ça, bien sûr. Et je l'exprimais très clairement. C'est ce que je comprenais, c'est pour ça que je voulais... Je pense que tu es d'accord avec moi. Donc, c'est vrai que c'est une autre façon. Parce que les motivations ne sont pas les mêmes. Peut-être de partir en voyage et de guérir d'une maladie. Sauver un gars, bien sûr. C'est ça aussi. Les milieux ne sont pas tout aussi comparables que ça, bien évidemment. Donc ça, c'était une diapo concernant. Il y a no-go, donc lorsqu'il y a no-go, la procédure s'arrête et le problème est réglé avant de continuer, mais nous n'avons pas de traces des no-go, c'est ce qu'on disait, donc il faut les tracer. Et je pense que c'était une des dernières. Tout est... La préparation cutanée peut aussi être la raison de reporter, dans le temps, une intervention, parce que si la préparation cutanée du patient n'a pas été faite correctement, ça c'est les chirurgiens qui peuvent évidemment en parler mieux que moi, eh bien, on peut être amené à faire en sorte que ce patient soit préparé correctement et on va perdre du temps. C'est un no-go. Voilà, ça c'était, je te laisse la parole, c'était, je pense, l'étude à laquelle je faisais référence, il y avait Henri Koudan, mais tu étais dedans évidemment également, qui montrait que le no-go était souvent pas tracé. Le docteur Ortoris, qui est effectivement un petit peu théorisé sur le no-go dans les années 2015-2018. On a pas mal écrit dessus, mais ce titre ne me plaît pas du tout. Parce qu'en fait, pour moi, on en parlait tout à l'heure, le no-go, c'est pas un événement indésirable. C'est une solution de récupération qui peut nous éviter de continuer d'aller à la catastrophe. C'est une opportunité. C'est exactement ce que tu disais. Bien sûr qu'il faut l'analyser, bien sûr qu'il faut se poser la question de pourquoi il y a eu un no-go. Ça coûte cher. Mais il ne faut pas le vivre comme un échec. C'est très important. Et ça, c'est une enquête qu'on a faite pour les orthopédistes en 2015. Vous voyez que 60% ont été confrontés à un no-go. Plusieurs fois après l'anesthésie, on a un débat sur le no-go, avant incision, avant anesthésie, bon, peu importe. La plupart du temps, c'était un problème de matériel. Dans la plupart des cas, la checklist avait été validée sans problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que le patient est toujours revenu, quasiment. Et les patients ne nous en veulent pas, si on leur explique pourquoi. Si on va les voir et qu'on est franc, on leur dit, voilà, on a eu un problème, on n'a pas pu vous opérer, on vous a réveillé. Voilà. Et donc, l'important, c'est aussi de les informer. Et je pense qu'il faut qu'on informe le patient de la consultation.
qu'à tout moment, on peut être amené à s'arrêter. Pour sa sécurité. Si la sécurité pour sa propre est mise en jeu. sécurité. Je crois que il ne faut vraiment pas vivre le no-go. Là, sinon, on va rentrer dans la situation tétanisante et on va finir à 22h. Mais il faut pas s'acharner à dire je veux l'opérer, je veux l'opérer. C'est une décision collective. On dit on ne peut pas. On le réveille et puis on s'arrête. Je connais des gens qui ont endormi un patient 8 heures, il a mis le matériel à arriver. Et puis, la suite, c'est ça. C'est l'arrêt de procédure. Et vous voyez qu'en 2018, on a fait une enquête, 64% des chirurgiens ont dû arrêter l'intervention après l'incision. Donc là, on ne rentre plus dans... Là, on n'est plus dans la récupération. Là, on est dans la procédure dégradée. Voilà. Et vous voyez que pourquoi c'est encore 35% de causes matérielles. Bien sûr, il y a des problèmes d'anesthésie, de choses comme ça, mais 35% de causes matérielles qui auraient pu être évitées. Et là encore, la checklist a été validée sans problème dans 3/4 des cas. Mais ça se passe moins bien. Vous connaissez sûrement cet arrêt du tribunal où le chirurgien a été condamné parce qu'il a réveillé un patient après incision, il n'avait pas le matériel. Voilà. Et la cause principale du no-go des arrêts de procédure en orthopédie, ça reste, bien sûr, des problèmes de matériel, comme tu le disais tout à l'heure. Je passe parce qu'on est un peu en retard. Ce qui nous a préoccupés, c'est que depuis 2010, on parle de ces problèmes de matériel orthorisque. Et depuis 2010, rien n'a changé. C'est-à-dire 14 ans après la naissance d'Orthorisque, on est toujours, regardez, en 2021, il y a encore 75% de problèmes liés à un matériel manquant. Et donc la solution, c'est celle-là. Le terme n'est pas approprié. Non, on en a discuté avant et je te disais, la vérité de la slide d'avant, c'est qu'en fait, ça n'a pas évolué parce que la checklist, elle n'a jamais été faite. Voilà. Et donc aujourd'hui, la HAS a sorti un nouveau document, une SSP d'Orthorisque, qui impose la vérification du matériel 48 heures avant toute intervention programmée. Pourquoi 48 heures ? Parce que ça donne le temps de se retourner, de vérifier que la prothèse est du mauvais côté. On a l'air mal quand on fait une prothèse de genou et au moment de poser la prothèse, on est sur un genou droit et on nous donne un genou gauche. Et où est le droit ? On l'a pas. Ça arrive, hein ? Ça arrive. C'est pas que dans les... Voilà. Et je crois que s'il y a une conclusion là-dessus, c'est que la vérification du matériel 48 heures avant en chirurgie programmée, aujourd'hui, ça fait partie des choses obligatoires, au moins en chirurgie. C'est une question qu'on me pose. La HAS recommande la vérification du matériel 48 heures avant la chirurgie. C'est séduisant, mais est-ce réaliste ? Est-ce que 48 heures avant, on ne sait pas qu'on va opérer une patiente ? C'est trop long, mais la première analyse, que c'est moi qui l'avais faite en 2009, dans 75% des cas, le matériel était commandé moins de 48 heures avant l'intervention. Et comment on peut s'étonner qu'il y ait des problèmes de mise en place ? Alors c'est vrai qu'on va nous dire, aujourd'hui, il y a des problèmes de livraison, de rupture de stock, on connaît tout ça, on le subit tous. Mais si 48 heures avant, on parle de chirurgie programmée là, on ne parle pas de traumatologie. C'est quoi le délai du consentement éclairé ? 7 ou 8 jours ou 11 jours, non, c'est ça ? Entre le moment où on va signer le consentement et le moment où on a le droit d'être opéré, il y a un délai en chirurgie orthopédique et traumatologique. 8 jours, voilà. Alors en chirurgie orthopédique et traumatologique, c'est moins. Pour la chirurgie programmée lourde, je suis coupable d'avoir écrit avec Harry Koudan, 2 mois. D'accord. Bon, alors donc du coup, on a la réponse du monsieur, en fait. On a la réponse. Est-ce que c'est réalisable ? Bon, il n'y a qu'à appliquer encore une fois la loi. Si c'est 2 mois avant qu'on sait qu'on va l'opérer et qu'en 2 mois, on n'a pas le temps de commander le bon genou, il y a un vrai problème. Il n'y a qu'à voir avec Amazon, c'est bon. Après, il y a des problèmes beaucoup de programmation, de bloc opératoire, des problèmes de disponibilité. Ça. On vit aujourd'hui, je ne vais pas faire mon syndicaliste, mais on travaille en situation dégradée dans les hôpitaux et les cliniques depuis 2 ou 3 ans quand même. Il ne faut pas oublier ça, avec des afflux de patients, avec du personnel qui s'en va, avec des labos qui ne livrent plus. Donc c'est pas il y a un vrai mal-être. C'est pas aussi facile que ça. C'est vrai que c'est la situation idéale. Et 48 heures, probablement la pression. Trouver un autre dieu. Alors il nous reste quelques minutes pour quelques questions. C'est terminé pour les diapos, donc on peut discuter. J'en avais une à laquelle je tenais beaucoup à poser à Pierre-Antoine, c'est la différence entre un briefing, une checklist et un time-out. Alors un time-out, je vais commencer par celui-là, j'en ai aucune idée, parce que c'est pas moi qui ai inventé le mot, donc du coup je m'amuserai pas à dire ce qu'il voulait dire, j'en sais rien. Une checklist, c'est une liste de vérification, idéalement ne contenant que des éléments vitaux, qui va de toute façon être faite à 2, et qui va vérifier des éléments qui ont déjà été faits.
Donc en gros, les bonnes procédures, être un bon chir, un bon NS, une bonne IBOD, ça veut dire que j'aurais dû faire ça avant que le gars on l'induise. Et ben c'est cette liste de vérification que tout le monde a bien fait son boulot finalement, a bien suivi ses procédures professionnelles. Un briefing, je suis désolé, mais c'est ce que les gens, a priori, moi je trouvais qu'ils avaient l'air d'appeler ça le team time out justement. Un briefing, c'est un moment où on va se retrouver sous l'égide du leader, normalement, alors qui peut être le chir, la NES, ça c'est le chef de bloc, l'IBOD, on s'en fout, c'est n'importe qui, en fait, c'est celui qui décide de l'être. Mais il faut que ce soit standardisé. Et c'est un moment où l'équipe va se retrouver pour décider qu'on fait effectivement ceci, cela, de cette façon-là, avec ces gens-là, et où on va finir par cette phrase mythique, est-ce que quelqu'un a une question, qui est là pour lutter contre Milgram, pour ceux qui allaient voir Stanley Milgram, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, en fait, qui va encourager tout le monde à me dire, à moi, grand chir, grand ANS, ou peu importe, que en fait, non, c'est pas ce patient-là qu'on opère. D'accord. Voilà. C'est vraiment une différence. Vous êtes d'accord, messieurs, avec ces définitions ? Oui, enfin le time-out, c'est un temps de réflexion avant de démarrer, quoi, pour être sûr que rien n'a été oublié, pour qu'il y ait un échange, encore une fois, dans l'équipe. Ce qui serait finalement le briefing. Une sorte de briefing. C'est pour ça que pour moi, c'était plus ou moins. Et est-ce qu'un time-out, ce ne serait pas une interruption en cours de procédure pour justement faire le point sur des éléments de sécurité ? Ça pourrait. C'est un autre sujet. Ça pourrait. C'est un autre sujet sur lequel nous avons beaucoup théorisé aussi. Quand ça ne va pas, les pilotes, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. C'est ça. Quand ça ne va pas, ils arrêtent, ils mettent les mains là et ils regardent un petit peu tout ce qui se passe avant de prendre une décision. Et nous, on n'a pas cette culture-là. Et quand ça ne va pas, on essaye, on s'enferme souvent dans le tunnel jusqu'à ce qu'un anesthésiste dise bon, arrête, maintenant, voilà. Et donc, oui, c'est un autre sujet. Mais quand ça ne va pas, il faut s'arrêter. Discuter avec l'équipe, l'anesthésiste, l'aide opératoire, en fait, l'aide soignante, peu importe. À partir du moment où qu'est-ce qui on va va pas se dire, il y a voilà. un truc qui ne va pas. À partir du moment où dans notre tête, on se dit, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas normal, c'est pas comme je le voulais, c'est pas comme je l'ai espéré, c'est bizarre, peu importe, cette phrase-là, on devrait tout lâcher. Et prendre 5 secondes. On puisse la dire, cette phrase-là. Ouais, et il faut pouvoir la dire. Mais je crois que c'est culturel. Hein. Il y a quelques jours, on a fait déjà à la Softcode, l'e-learning Softcode, on a encore parlé de no-go. Et un des internautes nous a dit très justement, finalement, se poser la question de faire un no-go, n'est-ce pas déjà se donner la réponse ? Bah oui. Hésiter, c'est dire non. Mais c'est comme en voiture, c'est pareil. Est-ce que je m'arrête ? Bah ouais, tu t'arrêtes en fait, du coup. Tu réfléchiras après, tout simplement, quoi. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous pour ce débat passionnant. Et je vous souhaite une bonne soirée en vous rappelant que vous pouvez voir en rediffusion le live de ce soir sur la plateforme Branché Solutions, que vous pouvez suivre aussi l'actualité du live Branché TV sur Instagram. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain live, qui sera un live de la Fondation Fondapro, sur les relations patients-soignants dans 2 semaines. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée.